Alors bonjour tout le monde, je vais vous parler d'une étude qu'on a faite sur les facteurs qui sont associés à la continuité et la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. Alors la recherche a été réalisée avec le soutien financier du CRSH et de la FCI et en étroit partenariat avec le Centre jeunesse de la Mauricie et le Centre du Québec. Et j'adresse un merci tout particulier aux nombreux étudiants qui ont participé à la collecte et à la saisie de données et aux familles qui ont très généreusement accepté de participer. Alors, bien que les données empiriques appuient la présence d'une continuité intergénérationnelle de la maltraitance, c'est-à-dire des parents maltraités qui perpétuent le cycle de la maltraitance avec leurs enfants, il y a aussi une présence importante de discontinuité intergénérationnelle. En effet, il y a une proportion importante de parents victimes de négligence et d'abus qui ne vont pas reproduire le cycle avec leurs enfants. Et on sait qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas vécu de maltraitance durant l'enfance qui vont avoir des enfants qui vont être victimes de maltraitance. Alors, les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la continuité et la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance sont encore assez méconnus. On a encore très peu d'éléments de réponse aux questions suivantes. Alors, qu'est-ce qui fait que certains parents maltraités vont perpétuer la maltraitance avec la génération suivante, alors que d'autres parents maltraités vont parvenir à briser ce cycle intergénérationnel? Également, qu'est-ce qui amène des parents qui n'ont pas été victimes de maltraitance à adopter des comportements négligents ou abusifs avec leurs enfants? Alors, on s'est intéressé à ces questions dans le cadre de la présente recherche. En cohérence avec une perspective écologique de la maltraitance, la présente étude s'est penchée sur l'analyse des facteurs qui proviennent des niveaux individuels, sociodémographiques, familial et contextuel. On s'est intéressé à l'influence de deux grandes catégories de facteurs dans l'étude. Au niveau individuel, on s'est penché sur 3 aspects du fonctionnement psychologique maternel que vous avez à l'écran. Et on a considéré les dimensions suivantes de l'écologie familiale. On a retenu ces différents facteurs parce qu'ils ont tous déjà été identifiés dans les recherches antérieures comme étant des prédicteurs de la maltraitance et par conséquent, ils pourraient potentiellement être des mécanismes qui sous-tendent la continuité et la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. Enfin, on a aussi regardé si certaines caractéristiques des expériences de maltraitance vécues par les mères durant l'enfance pouvaient être associées à la continuité intergénérationnelle de la maltraitance. L'objectif de notre étude est d'identifier les facteurs des niveaux individuels, sociodémographiques, familial et contextuels qui permettent de distinguer les dyades mère-enfant où il y a de la continuité intergénérationnelle et les dyades mère-enfant où on observe plutôt de la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. L'étude a été réalisée auprès de mères à faible revenu et leurs enfants âgés entre 4 et 6 ans. Sur la base des expériences de maltraitance des mères et des enfants, les dyades ont été répartis en 4 groupes. Le premier groupe comprend les dyades sans maltraitance, c'est-à-dire où il y a une continuité intergénérationnelle de la non-maltraitance, donc ni la mère ni l'enfant ne sont victimes de maltraitance. Le deuxième groupe, ce sont les dyades où seul l'enfant est maltraité, c'est-à-dire la mère qui n'a pas d'historique de maltraitance dans l'enfance, mais dont l'enfant est maltraité, donc discontinuité de la non-maltraitance. Le troisième groupe est constitué des dyades qui ont brisé le cycle intergénérationnel de la maltraitance, donc des mères qui ont été victimes d'abus ou de négligence durant l'enfance et dont l'enfant n'est pas maltraité. Et le dernier groupe, qui est constitué des dyades où le cycle de la maltraitance s'est maintenu d'une génération à l'autre, donc et la mère et l'enfant ont été victimes de maltraitance. On a testé les hypothèses suivantes. La première hypothèse concerne les mères qui ont été maltraitées durant l'enfance. On prédit que celles dont l'enfant est maltraité, c'est-à-dire celles qui ont maintenu le cycle de la maltraitance, auront... Attendez un petit peu. Donc, parmi les mères maltraitées, celles dont l'enfant est maltraité, donc celles qui ont maintenu le cycle de la maltraitance, auront une plus grande probabilité d'être élevées sur les facteurs de risque que les mères maltraitées qui ont brisé le cycle de la maltraitance. Pour mieux comprendre ce qui caractérise les mères maltraitées qui sont parvenues à briser le cycle de la maltraitance, on les a aussi comparées aux mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité.
Alors, on a posé l'hypothèse qu'en raison de leur historique de maltraitance, les mères maltraitées qui sont parvenues à briser le cycle de maltraitance auront une plus grande probabilité d'être élevées sur les facteurs de risque que les mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité. Enfin, la dernière hypothèse concerne les mères qui n'ont pas d'historique de maltraitance durant l'enfance. On s'attend à ce que celles dont l'enfant est maltraité aient une plus grande probabilité d'être élevées sur les facteurs de risque que les mères qui maintiennent un environnement familial non maltraitant avec leur enfant. Alors, nos participants, l'échantillon est composé de 193 diades mères-enfants qui sont issus majoritairement de familles à faible revenu. Tous les enfants étaient âgés entre 4 et 6 ans et ils vivaient avec leur mère au moment de l'étude. L'échantillon inclut des enfants maltraités et non maltraités. Les enfants maltraités au nombre de 74 et leurs mères ont été recrutés par le biais du Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec. Ce sont tous des enfants qui avaient un dossier en protection de la jeunesse pour maltraitance. Et les enfants non maltraités au nombre de 119 et leurs mères ont été recrutés dans la région de la Mauricie et du Centre du Québec par le biais de CPE, des écoles, CLSC et aussi parmi une liste de familles prestataires de l'aide sociale. Alors, quelques caractéristiques de l'échantillon. En ce qui a trait aux enfants maltraités, on constate que la très grande majorité ont subi de la négligence. Alors, vous avez 96% des enfants maltraités de notre échantillon sont négligés. Et quand on considère la co-occurrence des formes de maltraitance, on note que près des 3/4 des enfants maltraités de l'échantillon ont vécu de la négligence seulement. 22% ont été victimes à la fois de négligence et d'abus, et seulement 4% ont vécu de l'abus seulement. Les expériences de maltraitance vécues par les mères durant l'enfance ont été mesurées avec un questionnaire qui s'appelle le Child Trauma Questionnaire. Avec ce questionnaire-là, on note que 74% des mères de l'échantillon rapportent avoir été victimes de maltraitance. Parmi ces 43 mères maltraitées, on peut voir qu'au moins 2/3 d'entre elles ont vécu de la négligence émotionnelle, de l'abus émotionnel et de l'abus sexuel. Les deux autres formes de maltraitance, soit la négligence physique et l'abus physique, ont été vécues par moins de la moitié des mères de notre échantillon de mères maltraitées. En fait, on constate que la maltraitance multiple, elle est fréquente au sein de notre échantillon. Il y a plus de la moitié des mères maltraitées qui ont subi au moins 3 formes de maltraitance. Alors, on se rappelle que c'est un échantillon de mères à faible revenu, donc c'est déjà un échantillon à risque. Alors, c'est peut-être pas étonnant qu'il y ait un aussi fort taux de maltraitance chez les mères de notre échantillon. Toutes les mesures de l'étude ont été recueillies par le biais de questionnaires qui ont été remplis par les mères. Vous avez ici les 3 mesures du fonctionnement psychologique maternel. L'index de stress parental a servi à mesurer le stress parental des mères. La mesure de détresse psychologique utilisée, c'est un score du SCL 90, le Global Severity Index. Et enfin, la dissociation a été évaluée avec le Dissociative Experiences Scale. Pour les gens qui sont peut-être peu familiers avec le concept de dissociation, ça fait référence au fait que certains processus psychiques qui sont normalement intégrés et fonctionnent bien ensemble, chez certaines personnes, semblent être un peu déconnectés, compartimentalisés. Souvent, chez les personnes qui présentent des symptômes de dissociation, elles vont vivre un peu des sentiments de dépersonnalisation. Elles sont là, mais elles n'ont pas toujours l'impression d'être là, d'être en contact avec la réalité, d'habiter leur corps. Donc, les processus psychiques reliés à la mémoire, à l'identité, processus cognitifs, les émotions, tout ça qui devrait fonctionner bien ensemble, ne semble pas être bien connecté. Donc, c'est compartimentalisé chez les personnes qui présentent des symptômes de dissociation. Puis les symptômes de dissociation sont fréquemment associés à des expériences de maltraitance vécues durant l'enfance. Alors, c'est pour ça qu'on a retenu cette mesure de fonctionnement psychologique maternel. Passons maintenant aux mesures de l'écologie familiale. Les 3 mesures suivantes, on les a recueillies par le biais d'un questionnaire sociodémographique qui incluait des questions sur le contexte de vie des familles. On a un indice de risque sociodémographique qui est basé sur la présence des 4 facteurs de risque que vous voyez à l'écran, donc soit la mère qui n'a pas de diplôme d'études secondaires, qui est monoparentale, mère adolescente et le fait d'être prestataire de l'aide sociale. Donc, on calculait la présence de ces différents facteurs de risque. Donc, l'indice de risque sociodémographique variait de 0 à 4, dépendamment de la présence ou de l'absence de ces indices de risque.
L'instabilité résidentielle correspond au nombre de déménagements vécus par la famille depuis la naissance de l'enfant. Et le manque de soutien familial, on l'a mesuré par la fréquence de contact que la mère avait avec les membres de sa famille. Les deux autres mesures de l'écologie familiale incluent la violence conjugale subie par la mère au cours de la dernière année, qui a été évaluée par un questionnaire qui est le Revised Conflict Tactics Scale, qui est un questionnaire vraiment utilisé très, très fréquemment pour mesurer la violence conjugale. Et un autre questionnaire a servi à mesurer les événements de vie stressants qui ont été vécus par la famille au cours des 12 derniers mois. Alors, ça peut inclure des événements comme séparation, divorce, nouvelle union, naissance d'un enfant, perte d'un emploi, maladie grave, décès d'un proche. On passe aux résultats. Alors ici, peut-être que ça vous dira pas grand-chose, je vais juste le mentionner rapidement. Ce sont les corrélations entre les différentes variables à l'étude. Les corrélations sont en général faibles entre nos différentes variables. Elles varient entre 0 et 0,21, donc ce sont des corrélations faibles qui nous indiquent que la majorité de ces construits dans notre échantillon sont peu liés entre eux, donc possiblement qu'ils mesurent des aspects distincts de l'environnement familial des mères. La seule exception à ces corrélations faibles, ce sont deux corrélations modérées entre la détresse psychologique des mères qui est reliée à leur niveau de dissociation de façon modérée et qui est également reliée de façon modérée à leur stress parental. On a effectué, je vais juste dire le type d'analyse, et si ça vous passe par-dessus la tête, c'est pas grave, là, je vais juste le mentionner, peut-être les gens qui connaissent ça. On a effectué une mesure de régression logistique multinomiale afin d'identifier quels facteurs, donc parmi nos différentes variables, quels facteurs permettent de distinguer les groupes de maltraitance qu'on a. Et l'avantage de cette analyse-là, c'est qu'elle va permettre d'évaluer la contribution individuelle de chaque facteur tout en contrôlant pour l'ensemble des autres facteurs en même temps. En cohérence avec nos hypothèses de recherche, on a fait 3 comparaisons. On a d'abord comparé les mères maltraitées qui maintiennent le cycle de maltraitance avec leurs enfants, avec les mères maltraitées qui brisent le cycle de maltraitance. Donc, on compare le groupe mères et enfants maltraités et le groupe où seulement la mère est maltraitée. On a ensuite comparé les mères maltraitées qui brisent le cycle de maltraitance avec les mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité. Donc, vous avez les deux groupes à droite, là, donc celui du haut et celui du bas. Donc, le groupe seulement la mère est maltraitée qui est comparé au groupe mère et enfant non maltraités. Et enfin, la troisième comparaison, c'est pour voir qu'est-ce qui distingue les mères non maltraitées mais dont l'enfant est maltraité et les mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité. Alors, voici les résultats. Donc, la première comparaison où on comparait les mères maltraitées qui maintiennent le cycle de maltraitance avec leur enfant et les mères maltraitées qui brisent le cycle de maltraitance. Les résultats montrent que les mères qui maintiennent le cycle de maltraitance avec leur enfant, elles ont une probabilité plus grande de présenter des niveaux élevés de risque sociodémographique, un niveau élevé de violence conjugale et peu de contact avec les membres de leur famille. On constate par ailleurs que les deux groupes ne se distinguent pas sur les mesures de fonctionnement psychologique maternel. Maintenant, on continue avec la comparaison entre les mères maltraitées qui brisent le cycle intergénérationnel de la maltraitance, qui sont comparées aux mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité. Les résultats indiquent que les mères maltraitées qui brisent le cycle de maltraitance, elles ont une probabilité plus grande de vivre davantage d'instabilité résidentielle, donc plus de déménagement, et d'avoir peu de contact avec leur famille. Et aucun autre facteur ne distingue ces deux groupes. On va revenir à ces résultats-là tout à l'heure. Donc là, je vous présente les résultats, mais je vais y revenir tout à l'heure pour expliquer chacun qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on retient de ces résultats. La dernière comparaison concerne les mères non maltraitées, donc celles dont l'enfant est maltraité et celles dont l'enfant n'est pas maltraité. Les résultats montrent que les mères dont l'enfant est maltraité ont une probabilité plus grande de présenter un niveau de risque élevé, niveau élevé de risque sociodémographique et d'avoir peu de contact avec leur famille. Et il n'y a pas d'autres facteurs qui distinguent les deux groupes. On a ensuite comparé les expériences de maltraitance vécues par les mères qui maintiennent le cycle de maltraitance et les mères qui brisent le cycle de maltraitance.
On a d'abord comparé les types de maltraitance vécus par les mères des deux groupes. La seule différence significative qu'on retrouve concerne la négligence physique. Les mères qui perpétuent le cycle de la maltraitance avec leur enfant sont plus nombreuses à avoir vécu de la négligence physique que les mères qui brisent le cycle. On peut voir, vous avez là en bas à l'écran, que 56% des mères qui maintiennent le cycle de maltraitance ont vécu de la négligence physique durant l'enfance, comparativement à seulement 36% chez celles qui ont interrompu le cycle de maltraitance. Donc, la négligence physique est davantage présente dans l'enfance des mères qui perpétuent le cycle de maltraitance. On a ensuite comparé la sévérité des expériences de maltraitance vécues par les mères des deux groupes. À nouveau, la seule différence significative concerne la négligence physique. Les mères qui maintiennent le cycle de maltraitance avec leur enfant ont vécu une plus grande sévérité de négligence physique durant l'enfance que les mères qui brisent le cycle. Et on a aussi comparé les deux groupes sur le nombre de formes différentes de maltraitance qu'elles ont vécues durant l'enfance. Et on constate que les mères qui maintiennent le cycle de maltraitance avec leur enfant ont vécu un plus grand cumul de formes de maltraitance différentes que les mères qui brisent le cycle. Alors, c'est ce que vous avez là surligné dans le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces différents résultats? Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Alors, je vais d'abord repasser en revue les résultats des mères les résultats qui concernent les mères maltraitées qui maintiennent le cycle de maltraitance versus celles qui brisent le cycle de maltraitance. Alors, ces deux groupes se distinguent notamment sur les expériences de maltraitance vécues durant l'enfance. Celles qui maintiennent le cycle de maltraitance, comme on vient de voir là, il y a 2 minutes, elles ont vécu plus de négligence physique et cette négligence physique était plus sévère. Alors, qu'est-ce que ce résultat-là nous dit ou comment est-ce qu'on l'interprète? Alors, contrairement à l'abus qui implique des actes de commission, la négligence, elle est caractérisée, comme vous le savez, par une absence de réponse parentale aux besoins de l'enfant. En raison de cette absence de réponse à leurs besoins physiques de base et également en raison du manque d'attention, du manque d'encadrement, de supervision que les mères négligées physiquement ont vécu durant l'enfance, il est possible qu'elles soient très mal préparées à assumer les responsabilités liées au rôle parental quand elles deviennent mères à leur tour. Et par conséquent, qu'elles soient plus à risque de reproduire les pratiques parentales qu'elles ont connues durant l'enfance. Donc, cette pauvreté relationnelle qui caractérise l'environnement familial où il y a de la négligence physique, on pense que c'est possiblement quelque chose qui fait en sorte que ces mères-là sont vraiment très mal préparées par la suite pour bien s'occuper de l'enfant et qu'elles sont à risque de reproduire la maltraitance qu'elles ont vécue. Alors ça, c'est une explication possible de ce résultat. Les mères qui maintiennent le cycle de maltraitance, on a vu qu'elles ont aussi subi un plus grand cumul de formes de maltraitance que celles qui brisent le cycle de la maltraitance. Les recherches suggèrent que l'exposition à plusieurs formes de maltraitance est particulièrement dommageable pour l'enfant. Par ailleurs, le fait de vivre de la maltraitance multiple réduit probablement les chances du jeune enfant de pouvoir développer au moins une relation positive, soutenante et potentiellement réparatrice avec un donneur de soins qui pourrait agir comme facteur de protection pour briser le cycle intergénérationnel de la maltraitance. Alors, cette exposition à de la maltraitance multiple, on peut penser que ces mères-là ont eu peu l'occasion peut-être de rencontrer au cours de leur enfance des figures parentales qui ont pu peut-être les soutenir à travers ces expériences difficiles. Les résultats ont aussi montré des différences sur 3 des 5 facteurs liés à l'écologie familiale entre les mères qui perpétuent la maltraitance et les mères qui brisent le cycle intergénérationnel. Celles qui maintiennent le cycle de la maltraitance ont une plus grande probabilité d'avoir vécu des niveaux élevés de risque sociodémographique. On se rappelle que le risque sociodémographique dans la présente étude inclut la monoparentalité, la grossesse à l'adolescence, l'absence de diplôme d'études secondaires et le fait d'être prestataire de l'aide sociale. Donc, on peut penser qu'un score élevé de risque sociodémographique, c'est indicateur de grande pauvreté, de conditions de vie qui sont précaires et d'un niveau de stress important qui va accompagner ce contexte de vie très difficile et très précaire.
Quand les ressources économiques et contextuelles sont limitées, sont instables, il est particulièrement difficile, on peut penser, pour un parent de bien s'occuper de son enfant, de répondre à ses besoins de base, de le protéger et d'adopter des stratégies éducatives adéquates. Par exemple, de pas utiliser de punition corporelle quand on veut discipliner l'enfant. Donc, c'est vraiment des contextes, on peut penser que cette pauvreté, cette accumulation de facteurs de risque sociodémographiques va vraiment faire en sorte que les mères vivent dans un environnement familial très difficile et qui va vraiment avoir possiblement un impact sur leur capacité d'être parents. Les mères maltraitées qui maintiennent le cycle se distinguent aussi par un niveau plus élevé de violence conjugale. On a vu ça tout à l'heure. Alors, les recherches ont montré que les mères qui sont victimes de violences conjugales, elles vivent des niveaux importants de stress qui durent dans le temps. Alors, on a vraiment des recherches qui montrent ça de façon claire. Et on peut penser que ces patrons interactionnels dysfonctionnels avec le conjoint et les préoccupations que ces mères ont pour leur propre sécurité physique va venir interférer avec leur capacité d'être disponible émotivement à leur enfant et de prodiguer des soins appropriés à leur enfant. Ce qui peut donc contribuer à accroître les risques d'abus et de négligence chez ces mères. Et on sait également que les enfants qui vivent dans une famille où il y a de la violence conjugale sont également à risque d'être maltraités par le conjoint violent. Les résultats ont aussi montré que les mères qui maintiennent le cycle de la maltraitance, elles se distinguent par une fréquence peu élevée de contact avec la parenté. C'est peut-être en partie un reflet de la complexité, de la difficulté de maintenir des relations avec des parents qui ont été négligents ou abusifs. C'est pas évident hein, de maintenir des liens avec nos parents qui ont été abusés, négligents. La faible fréquence de contact avec la famille est peut-être aussi motivée chez certaines mères par un désir légitime de couper les ponts, de vouloir couper les ponts avec ses parents, ou encore de se distancier de relations familiales dysfonctionnelles. Il est aussi possible que les mères qui ont brisé le cycle de la maltraitance, elles ont eu accès dans leur enfance à au moins un membre de la famille qui était chaleureux, aimant, positif, soutenant à leur égard et avec qui elles ont gardé le contact et qui leur prodigue un soutien à l'âge adulte. Un manque de soutien social, on sait que les familles qui vivent de la maltraitance sont souvent isolées. Je pense un élément qu'on doit garder en tête, c'est lorsque les familles sont à faible revenu, un manque de soutien social est particulièrement préoccupant parce qu'elles doivent, encore plus que les autres familles, les familles de classe moyenne ou aisée, les familles à faible revenu, elles comptent davantage sur le soutien des amis de la famille pour faire face à des besoins quotidiens, de la vie quotidienne. Donc, que ce soit pour la nourriture, pour les vêtements, pour le transport, pour avoir quelqu'un qui va garder de temps en temps l'enfant, peut-être pour emprunter des petites sommes d'argent de temps à autre. Alors, elles ont besoin, les familles à faible revenu, d'avoir accès à un réseau qui va leur fournir non seulement donc du soutien émotionnel, mais également un soutien instrumental, tangible pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Donc, le fait de ne pas avoir accès à un réseau de soutien social adéquat, donc ça fait en sorte que les familles à faible revenu sont prises avec ce stress lié à la pauvreté, peut augmenter les risques de négligence et d'abus. Un portrait se dégage de l'ensemble de ces résultats concernant les mères maltraitées qui maintiennent le cycle de maltraitance avec leurs enfants. Donc, elles ont été davantage victimes de négligence physique et de maltraitance multiples durant l'enfance. À l'âge adulte, elles sont confrontées à divers facteurs de risque qui émanent des niveaux sociodémographiques et familiales. Donc, l'accumulation de stresseurs liés à la pauvreté, combinée à des expériences de revictimisation dans les relations amoureuses, et aussi combinée à un manque de soutien du réseau familial élargi, met sans doute une pression énorme sur les capacités d'adaptation de ces mères. Elles vivent dans des conditions de vie très précaires, instables, empreintes de violence, qui les placent possiblement en situation de stress chronique. Dans un tel contexte de vie, il est probable que les mères avec une histoire de maltraitance ont davantage tendance à reproduire le même type de comportements parentaux inefficaces et inadéquats qu'elles ont connus durant l'enfance.
En contraste, le portrait des mères qui brisent le cycle de maltraitance apparaît plus positif. Elles ont subi moins de négligence physique et elle était moins sévère, cette négligence, et elles ont également subi moins de maltraitance multiple durant l'enfance. Aussi, l'écologie familiale de ces mères à l'âge adulte est caractérisée par des niveaux moindres de facteurs de stress. Elles subissent moins de stress lié à la pauvreté. Leur vie est davantage exempte de violences conjugales. Et elles ont aussi davantage accès à un réseau de soutien familial. On peut présumer que ce milieu de vie moins stressant est sans doute plus favorable aux efforts des mères de ne pas reproduire les modèles relationnels inadéquats qu'elles ont vécus durant leur enfance et parvenir ainsi à briser le cycle intergénérationnel de la maltraitance. Restons avec ces mères maltraitées qui sont parvenues à briser le cycle de la maltraitance. On les a aussi comparées avec les mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité. Les résultats qu'on a vus tout à l'heure ont montré que les mères maltraitées qui brisent le cycle de maltraitance se distinguent des mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité par une plus grande instabilité résidentielle et par moins de contact avec la parenté. Que comprendre de ces résultats? Les déménagements sont des événements stressants qui sont susceptibles d'affecter à la fois la routine familiale et aussi les relations avec le réseau de soutien social. De plus, les déménagements sont souvent occasionnés par des changements dans la vie des mères, des parents, comme par exemple un nouvel emploi, une séparation ou encore une nouvelle union. Par conséquent, la plus grande instabilité résidentielle des mères maltraitées qui brisent le cycle de la maltraitance, on peut penser que peut-être que ça dénote chez elles une certaine difficulté à atteindre une stabilité de façon plus générale dans leur vie. Pour ce qui est de leur plus faible fréquence de contact avec la parenté, c'est peut-être, comme on l'a mentionné tout à l'heure, peut-être en partie motivé par une volonté de maintenir une distance avec un milieu familial problématique. J'attire votre attention ici sur le fait que ces mères qui ont moins de contact avec leur parenté que les mères non maltraitées non maltraitées et dont l'enfant n'est pas maltraité, on a vu tout à l'heure qu'elles ont plus de contact avec leur famille que les mères maltraitées qui perpétuent le cycle de maltraitance. Donc, l'ensemble de ces résultats-là, ce que ça nous dit, c'est que leur fréquence de contact avec la parenté se situe à un niveau intermédiaire entre celui des mères maltraitées qui perpétuent le cycle de maltraitance, qui ont très peu de contact avec leur famille, et celui des mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité, qui ont davantage de contact avec leur famille. L'ensemble de ces résultats sur les mères maltraitées qui parviennent à briser le cycle de la maltraitance nous montre que même chez ces mères, donc qui sont parvenues à ne pas reproduire la maltraitance, les expériences vécues durant l'enfance semblent être associées à l'âge adulte à un certain niveau de risque psychosocial, donc plus d'instabilité résidentielle, moins de contact avec leur famille. Donc, sur un continuum de risques liés à l'écologie familiale, les mères maltraitées qui parviennent à briser le cycle de la maltraitance semblent démontrer un niveau de risque modéré qui se situe entre le niveau de risque élevé des mères maltraitées qui perpétuent le cycle de la maltraitance et le niveau plus faible de risque qu'on observe chez les mères non maltraitées dont l'enfant n'est pas maltraité. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, ce niveau de risque modéré chez les mères maltraitées qui parviennent à briser le cycle de la maltraitance, ça pourrait nous suggérer une forme de résilience que j'ai qualifiée de partielle, là, que j'ai mis entre guillemets là, sur la diapo. Donc, elle présente moins de risques, de facteurs de risque que les mères qui perpétuent le cycle de maltraitance, mais elle présente tout de même quelques facteurs de risque comparativement aux mères non maltraitées, chez qui l'enfant n'est pas maltraité. Maintenant, je me tourne vers les mères non maltraitées, mais dont l'enfant est maltraité. Donc, ici, c'est une discontinuité de la non-maltraitance des mères qui n'étaient pas maltraitées, mais par contre, on voit l'apparition de la maltraitance chez leur enfant. Nos résultats montrent qu'en l'absence d'un historique de maltraitance dans l'enfance, les mères dont l'enfant est maltraité se distinguent des mères dont l'enfant n'est pas maltraité sur deux aspects de l'écologie familiale. Les mères dont l'enfant est maltraité sont caractérisées par un niveau plus élevé de risque sociodémographique
et par une plus faible fréquence de contact avec la famille. Ces deux facteurs de l'écologie familiale semblent être des marqueurs importants de risque de maltraitance dans notre échantillon. En effet, on a vu tout à l'heure que le risque sociodémographique et le peu de contact avec la parenté étaient également caractéristiques des mères maltraitées qui perpétuent le cycle de maltraitance. En dépit de cette similarité entre les deux groupes, donc mères maltraitées qui perpétuent la maltraitance et mères non maltraitées dont l'enfant est maltraité, il est important de noter que dans notre étude, la violence conjugale est associée à un risque accru de maltraitance seulement chez les mères qui ont été maltraitées. Alors, on sait dans la littérature que la violence conjugale est associée à un risque accru de maltraitance chez l'enfant, mais ici, ce que nos résultats disent, c'est que ça semble être davantage caractéristique, davantage problématique chez les mères qui ont un vécu de maltraitance durant l'enfance. Qu'en est-il du fonctionnement psychologique maternel? Je vous en ai parlé, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait mesuré 3 aspects du fonctionnement psychologique maternel. On a vu que dans nos résultats que le stress parental, la détresse psychologique et la dissociation n'ont pas permis de distinguer nos groupes de maltraitance. On se serait pourtant attendu à ce que le fonctionnement psychologique maternel, ça soit une variable qui distingue les familles où il y a une continuité de la maltraitance versus celles où il y a une discontinuité de la maltraitance. Qu'est-ce qu'on comprend de ce résultat-là? On est allé voir un peu dans les recherches, dans d'autres recherches, et ce que les recherches nous indiquent comme piste de réflexion pour nous, c'est qu'il y a des recherches ont montré que certains parents, parfois de population à risque, et des parents qui vivent des niveaux élevés de stress peuvent avoir tendance à sous-rapporter des symptômes psychologiques. Ça peut être de façon délibérée parfois parce que, par exemple, des parents suivant protection de la jeunesse qui ne veulent pas démontrer qu'ils ont certains problèmes psychologiques parce que ça pourrait peut-être jouer contre eux dans l'évaluation qu'on va faire de leur capacité parentale. Ça peut être aussi par mécanisme défensif que peut-être la personne n'a pas vraiment conscience de ses difficultés psychologiques et qu'elle ne peut pas les rapporter. Il est donc possible que certaines mères de notre échantillon à faible revenu, à risque sociodémographique élevé, dont une partie importante sont suivies en protection de la jeunesse, une partie importante ont été maltraitées durant l'enfance. Donc, il est possible que certaines mères dans notre échantillon aient sous-rapporté des symptômes psychologiques qu'elles avaient. Alors, ce qu'on suggère, donc on reste un peu sur notre appétit, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en est du rôle du fonctionnement psychologique dans la continuité ou la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance. Nos résultats indiquent en fait une absence de résultats. Alors, pour mieux comprendre le rôle du fonctionnement psychologique maternel dans la continuité et la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance, ce qu'on suggère pour des recherches futures, ce serait d'inclure une variété de mesures du fonctionnement psychologique maternel. Nous, on avait seulement des questionnaires auto-rapportés. Alors, ça pourrait être intéressant d'avoir également des entrevues cliniques, alors qui nous permettent peut-être de déjouer un peu peut-être les parents qui vont masquer délibérément leurs symptômes ou encore des parents qui n'ont pas vraiment conscience de leurs symptômes et donc qui ne les rapportent pas consciemment lorsqu'on leur pose la question dans les questionnaires, mais qui, en entrevue clinique, peut-être ces symptômes pourraient se révéler davantage. L'étude comporte un certain nombre de limites. Je vais pas toutes les nommer. Bon, le fait qu'on peut pas vraiment établir des liens de cause à effet entre nos variables, on les a toutes mesurées en même temps, donc il faut toujours être prudent. Ce qu'on rapporte, ce sont des liens entre les variables, des corrélations. Donc là, c'était des types d'analyses, c'était pas tout à fait des corrélations, mais on parle de liens entre les variables, donc on ne peut pas être certain que les facteurs qui distinguent les différents groupes, que ce sont des facteurs causaux, qui sont la cause de la continuité ou de la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance, donc il faut garder ça en tête. Un autre élément à considérer, c'est que notre échantillon était à 96%, donc les enfants maltraités, constitués d'enfants négligés. Donc, les conclusions de notre étude, les facteurs liés à la continuité, discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance qu'on a mis en lumière dans notre étude,
Est-ce que ça s'applique seulement dans un contexte où les enfants sont négligés ou ça s'applique pour tout type de maltraitance? On le sait pas. Il faudrait faire d'autres études pour le voir. Donc, il faut garder en tête cette limite-là pour la question de est-ce que nos résultats se généralisent aussi à des enfants victimes d'autres types de maltraitance. Enfin, je crois pas que... Oui, je l'ai pas mentionné ici sur la diapo. Notre mesure de maltraitance auprès de l'enfant, c'était le fait d'avoir un dossier en protection de la jeunesse. Le fait d'avoir un dossier en protection de la jeunesse, on le sait, on parle souvent de l'image d'un iceberg pour parler de la maltraitance. Les cas en protection de la jeunesse, ce sont les cas les plus sévères. Donc, il y a sans doute un certain nombre d'enfants dans notre échantillon qui vivaient de la maltraitance moins sévère, qui n'étaient pas détectés, qui n'étaient pas rapportés à la protection de la jeunesse et que nous, ces enfants-là, on les a mis dans le groupe non maltraité. En dépit de ça, on a quand même des résultats qui semblent tenir la route, qui semblent faire du sens, mais faut garder en tête que les facteurs qu'on a mis en lumière ici en lien avec la continuité et la discontinuité intergénérationnelle de la maltraitance, c'est lorsqu'on considère la maltraitance chez l'enfant du point de vue de la protection de la jeunesse. Donc, en termes de sévérité, donc plus sévère. Quelques mots sur les implications cliniques de ces résultats. Un point, je pense, c'est que ça souligne, je pense que la plupart des gens qui travaillent avec des familles vulnérables ont conscience de toute l'importance du contexte de vie des familles, de l'écologie familiale. Mais ces résultats viennent le souligner à nouveau, le mettre à l'avant-scène, à l'avant-plan, l'importance d'adopter une approche écologique dans la prévention et l'intervention en maltraitance. En plus de considérer le profil psychologique des parents et leurs compétences parentales quand on fait des évaluations de risque, des évaluations pour dépister les familles les plus problématiques ou qui sont susceptibles de présenter de la négligence ou de l'abus, les évaluations de risque et de dépistage devraient également inclure une évaluation des différents stresseurs que la famille vit. Donc, on peut penser donc aux stresseurs qui ont été étudiés ici, donc des stresseurs liés à l'aspect davantage socio-démographique, liés au contexte de vie de famille, les événements stressants comme l'instabilité résidentielle, la violence conjugale. En ce qui a trait à la violence conjugale, considérant l'association entre la violence conjugale et le risque important de maltraitance chez l'enfant, on doit demeurer toujours très attentif à la présence de signes de violence conjugale, incluant la violence psychologique. Alors, c'est pas nécessaire qu'il y ait de la violence conjugale physique, de la violence psychologique également entre les conjoints, violence psychologique sévère entre les conjoints, c'est également associé à la maltraitance. Donc, on doit être alerte à la violence conjugale et, en fonction de nos résultats, ce que nos résultats disent, c'est en particulier chez les mères qui ont un passé de maltraitance durant l'enfance. Autre point, je pense, à retenir des résultats, c'est le réseau de soutien familial. Les 3 comparaisons qu'on a fait entre les groupes, à chaque fois, le manque de soutien, le manque de contact avec la famille est ressorti comme étant un facteur qui distinguait les différents groupes. Donc, c'est un élément clé à considérer dans la prévention de la maltraitance et c'est un élément qui est facilement évaluable. Nous, on a juste posé la question aux mères sur une échelle de 0 à 3, de nous dire à quelle fréquence vous voyez des membres de votre famille, 0 étant jamais, on avait rarement, quelquefois et souvent, et cette mesure très grossière de contact avec la parenté a distingué les familles où il y a une continuité de intergénérationnelle de maltraitance de celles où il y a un bris intergénérationnel de la maltraitance. Et comme je l'ai mentionné précédemment, je pense qu'on doit vraiment garder en tête, peut-être que les intervenants le savent déjà, mais je pense juste de se le rappeler à nouveau, comment le réseau de soutien est particulièrement important chez les familles vulnérables, chez les familles qui vivent en situation d'adversité. Je pense d'après nos résultats, on doit retenir que en l'absence d'un réseau de soutien adéquat autour de la famille, on doit vraiment se préoccuper de mettre en place, d'essayer de bâtir avec la famille un filet de sécurité autour de la famille. Que ce soit peut-être en voyant est-ce qu'il y a des gens autour, des amis qu'elle pourrait contacter plus fréquemment, sur qui elle peut compter. Est-ce qu'il y a des membres de la famille
avec qui elles pourraient davantage entrer en contact. Si c'est pas possible, oui, les organismes communautaires, mais les organismes communautaires, c'est pas toujours, hein, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La famille, quand on a des amis, on peut les appeler à 3 heures du matin, on peut les appeler samedi matin, samedi soir. Donc, je pense que ça existe déjà dans plusieurs régions, penser à des pairages, peut-être avec des parents, d'autres parents de la communauté. Donc, de créer des liens, donc un parent qu'on sait qu'on peut appeler. Oui, je peux l'appeler dimanche matin si j'ai des difficultés particulières. Donc, oui, les organismes communautaires peuvent être aidants, mais c'est pas tout. Alors, je pense vraiment que on parle pas juste d'un réseau de soutien adéquat, on parle ici, notre mesure, c'était le réseau de soutien familial. Alors, c'est vraiment des gens avec qui on se gêne pas pour les appeler, on se gêne pas pour faire appel à eux, alors que des amis, parfois, on se garde une petite gêne. Des collègues de travail, oui, parfois, ils peuvent être aidants pour nous, mais c'est pas la même proximité, la même intimité qu'avec la famille. Donc, il faut vraiment songer à mettre en place quelque chose, une forme de soutien qui s'apparente à un soutien familial pour les familles vulnérables. Autre élément, je pense à se rappeler, à souligner, là, on réinvente pas la roue là, ici, là, mais que les interventions doivent s'arrimer le plus possible aux besoins spécifiques et aux caractéristiques des familles. Avec l'objectif, je pense, à la lumière de nos résultats, de réduire les stresseurs présents dans la famille. Alors vraiment, moi, ce qui nous est apparu, nous, face à ces résultats, c'est l'importance des facteurs de stress auprès de ces familles-là et que vraiment, elles doivent vivre énormément de stress chronique qui doit être vraiment incapacitant dans la vie de tous les jours et dans le rôle parental. Donc, essayer le plus possible de voir est-ce qu'il y a des moyens de réduire les facteurs de stress pour les parents, pour la famille, et d'accroître les ressources et le soutien social autour de ces familles. Parce que vraiment, là, en tout cas, ce on retenait de ces résultats, c'est à quel point les mamans qui perpétuent le cycle de maltraitance, à quel point elles sont accablées par des facteurs de stress dans leur vie quotidienne. Alors, c'est pas juste de leur dire, oui, donc tu dois faire ça, tu dois aller à tel rendez-vous. Oui, mais ce poids est déjà tellement important sur leurs épaules. Comment faire pour alléger le poids, pour les rendre davantage disponibles, avoir un peu plus d'énergie pour s'engager auprès de l'enfant, s'engager dans un processus d'aide. Et enfin, ça vient pas ici de notre étude, mais je pense qu'il est toujours important de le souligner. Bien qu'on puisse travailler sur l'écologie familiale, c'est pas ça qui va nécessairement faire en sorte que les parents vont devenir de meilleurs parents. Ils vont peut-être être moins stressés, ils vont peut-être être plus disponibles à l'enfant, mais pour les familles à risque élevé de maltraitance, il y a vraiment un enjeu très important de s'attarder à travailler la relation parent-enfant. Donc, essayer d'outiller ces parents pour développer leur capacité à être disponible émotivement à l'enfant et capacité à répondre aux besoins de l'enfant. Alors, je pense que bien que nos résultats ici mettent en lumière l'importance de l'écologie familiale, je voudrais pas non plus que ce soit au détriment de se dire il faut absolument qu'on travaille la relation parent-enfant. Je pense que ça doit se faire en parallèle. En terminant, le temps file. Donc, piste de recherche future, on peut en tant que chercheur et peut-être en tant qu'intervenant aussi se questionner qu'est-ce qui a amené des constats différents, des parcours différents de vie chez ces mères, des mères qui perpétuent la maltraitance versus celles qui ont brisé le cycle, celles qui n'ont pas été maltraitées mais pourtant dont l'enfant est maltraité. Alors, qu'est-ce qui dans leur trajectoire développementale les a amenés à ce résultat-là aujourd'hui? Donc, mieux comprendre le parcours de vie de ces mères, le parcours de risque, le parcours de résilience, les facteurs qui sont impliqués tout au long de leur histoire développementale. Voilà. Merci. Alors,